très longtemps, des milliers d'hommes travaillèrent à mes côtés. Ensemble, nous retirions le charbon des entrailles de la terre. Notre mission était difficile, périlleuse, tragique quelquefois, mais nous progressions ensemble. Eux avec leurs mains et leur force, leur courage et leur intelligence. Moi, avec ma technique qui évoluait au fil du temps. On les appelait les mineurs. Ils portaient donc mon nom. Et je suis si fière aujourd'hui de porter leur histoire. Désormais, je trône à l'entrée de ma ville, Saint-Étienne, et je porte la mémoire de mes autres voisines les mines. Et je sais, au vu des milliers de personnes qui cheminent sous mes yeux, combien je fascine, combien, malgré les herbes folles qui envahissent quelquefois mes vestiges, je représente quelque chose de puissant, magique, mystérieux. Je porte tant d'histoires d'hommes. Je porte leurs sacrifices, leurs fatigues, leurs drames, leurs combats. Mais par-dessus tout, je porte leur fierté. C'était formidable. C'était une autre vie. On sortait d'un autre monde. Hein. Alors là, on était coupé du monde, là. Hein. Parce qu'il faut imaginer ce que c'était de descendre à 700 mètres et ensuite de travailler 8 heures dans un lieu qui est extrêmement bruyant. Et puis il y a ces craquements de la terre qui sont exprimés comme étant le pire de tout. Le métier de la mine, c'était difficile, certes, mais on n'était pas dans la misère. Enfin, on n'était pas vraiment dans la misère. Moi, je n'ai pas connu la misère. Hein. Ensuite, comme les conditions de travail étaient difficiles, on retrouve cette notion très forte, je crois, qui est de la solidarité. C'est-à-dire, dans la difficulté, les gens s'entraident. C'est un monde généreux, un monde plein de solidarité, un monde joyeux, je dois dire, joyeux, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Mais c'est vrai que quand on sortait du fond, vous aviez le goût à la vie, forcément beaucoup plus que les autres. Nous, dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous, tous qu'un seul et un certain ramène avant l'eau bal enclume. Oh, comme ils méritaient tous, mes mineurs, ceux qui travaillaient au fond, mais aussi ceux qui œuvraient en surface, trop souvent oubliés. Avec élégance et discrétion, ils transportaient les souvenirs des combats qui avaient jalonné leur histoire et connaissaient la valeur de leur travail, une tâche difficile, complexe, qui les rapprochait au-delà de leur métier, jusque dans leur maison. Il y a des stéréotypes sur la mine, donc la mine misérable, la mine de Germinal, mais c'était pas forcément ça. Hein. Et je pense que le côté négatif de la mine, on s'en moquait. Dans les années 50, bon, vu que ça donnait du travail, voilà, c'était pas gênant. Ah ben là, oui, on n'était pas au chômage, là, hein. C'est clair. Non, il y avait du travail. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, il fallait aller, ce qu'on appelait, nous, en termes de mineurs, à la luche. On l'appelait la luche. Effectivement, on a érigé le mineur comme le symbole du travail dans les années 1950 notamment, et puis parce que ça a été une figure symbolique de la lutte pour des acquis sociaux, etc., qui sont ancrés dans cette figure du mineur. Donc, en ce sens, c'est un archétype du travail, mais le travail en lui-même, le lieu en lui-même, c'est une usine, comme une autre usine en fait. La mine, c'est difficile d'en parler parce qu'il faut se situer par rapport à l'époque où on se trouve. Donc l'image de Zola, elle a été répandue parce qu'il y a eu un succès pour le livre, bien sûr, d'abord. Ensuite, des retranscriptions en film ou en émission, enfin de télévision ou autre, des séries qui ont fait que on a popularisé cette image de la mine. Elle a été vraie à une époque, hein, et je crois qu'effectivement, c'est une réalité de la mine, mais une réalité parmi d'autres. Puis bon, encore une fois, toute ma famille était mineure, donc il fallait bien que je représente la famille un peu. Voilà, tout simplement. Hein. Non, mais c'est un métier qui était formidable quand même. Il y avait des dangers, comme dans tous les métiers, bien sûr. Mais il y avait cette solidarité que j'ai jamais retrouvée ailleurs, quoi. Entre les collègues, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, on était tous logés à la même enseigne. Hein.
S'il y avait un pépin, il était pour tout le monde. Donc il fallait être solidaire entre nous. Hein. Ensuite, on avait cette image de la diversité, parce que les gens sont venus d'un peu tous les pays pour contribuer à cette exploitation minière. Alors au début, c'était dans le 19e siècle, les gens de la Haute-Loire, de l'Ardèche, du Puy-de-Dôme ou d'ailleurs, qui venaient pour travailler à la mine, en plus de leurs travaux de paysans et tout ça. Ensuite, ça a été les immigrations polonaises, de l'après-guerre, italiennes, espagnoles. Puis ensuite, les Maghrébins dans la période plus récente. Tous ces gens-là ont participé, disons, à cette industrie et ont vécu ensemble. Ils étaient dans le travail ensemble, dans les risques ensemble, dans la solidarité ensemble. C'est-à-dire qu'ils vivent en quartiers, quartiers qui sont liés en fait aux origines des mineurs. Il y a le quartier polonais, il va y avoir le quartier des Kabyles, le quartier des Tchèques, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cités. Alors ça donnait l'idée de la cité actuellement, mais en fait, c'est les cités minières à la base, qui ne sont pas les corons, c'est autre chose. Nous, on n'a pas de corons sur le bassin, ce sont des cités. Donc, il y a une grande cohésion dans les cités, et en plus, il y a une grande cohésion au niveau de la mine. Donc, du coup, l'ensemble fait que c'est finalement, je pense que c'est une vie qui est imperméable à la vie du reste de la ville. La mine avait créé les logements pour le personnel, si on remonte dans l'histoire, parce que souvent le gisement de charbon se trouvait à un endroit où il n'y avait pas forcément une ville et quelque chose, il n'y avait rien. Donc il fallait construire des infrastructures, donc les logements par exemple, pour que les mineurs puissent travailler et être fidélisés, qu'ils ne soient pas là à tenter d'aller partir du jour au lendemain ailleurs. Donc d'où cette notion de logement, de chauffage gratuit, qui correspondait, parce qu'on extrayait de l'énergie charbon, on en donnait à son personnel. C'était ça les compagnies à l'époque. Ce qui était intéressant, c'était le jardin aussi. Ah ouais, un jardin, on vivait sur le jardin. On vivait, par exemple, l'été, on faisait nos conserves, voilà, donc entre voisins, on se donnait les semis, tout ça. On en commandait donc à la mine. Il y avait, une association, quoi, et qui nous achetait les graines et on achetait ce qu'il fallait. Puis entre nous, on faisait des plants. Et puis une année, toi, tu donneras des plants de salade ou des plants de poireaux. Vous voyez, c'était. Puis on n'avait pas de voiture, donc le dimanche, on allait. J'ai bien dit le dimanche, pas le week-end, on travaillait le samedi. Donc on allait au jardin manger entre les voisins, tout ça. C'est un peu la bamboula, quoi. Et j'y suis toujours, voilà. Et je suis même le dernier mineur qui reste dans le coin, là-haut. Malheureusement, les gens, ça disparaît. On ne peut pas être éternel. Je les avais vus grandir, ces cités, où mes mineurs trouvaient refuge et un peu de repos. Elles étaient nées au fil du temps, tout à côté des dizaines de puits que nous formions un peu partout sur le bassin stéphanois. Il faut dire que nous étions les plus importantes mines de la France au XIXe siècle, avant d'être à peine dépassées au milieu du XXe par les mines du Nord. Chaque jour, j'attendais donc mes mineurs, et c'était toujours le même rituel. Saluer les camarades, prendre sa lampe, changer ses vêtements, descendre dans mes entrailles et travailler encore, creuser, récolter, transporter, charger les wagons. Les heures de labeur semblaient interminables. Mais lorsqu'ils passaient sous mes douches, méconnaissables, je sentais bien plus forte que la fatigue la fraternité qui les unissait lorsqu'ils échangeaient leurs rires, leurs blagues ou leurs peines qu'ils se confiaient avant de retourner chez eux,
si fiers de pouvoir offrir à leur famille un foyer. Alors moi, je suis né dans les années 52. Donc j'ai vécu la modernité, quelque part. Parce que je vous dis, bon, dans notre appartement, on avait les WC à l'intérieur, ce qui n'était pas dans tous les immeubles. Dans le bâtiment où on vivait, donc rue Calixte-Peloton, on avait des buanderies et des lavoirs pour les femmes. Donc les mamans descendaient dans ce lavoir pour laver le linge. On avait de quoi étendre le linge. Bon, il n'y a pas de machine à laver, mais les femmes se réunissaient dans les lavoirs pour discuter, pour raconter un petit peu des histoires. C'était sympa. On avait des loisirs comme la piscine des mines. On pouvait se rendre aussi à la piscine. On avait des centres de vacances, donc comme les colonies de vacances, où on pouvait se rendre. On partait pratiquement un mois en colonie de vacances, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Et les enfants de mineurs, on était quand même très soudés, parce que je crois qu'on était mal perçus de l'extérieur. Bon, j'allais à l'école sur Jacquard. On avait des gens qui nous craignaient un petit peu. Les mineurs, c'était mal vécu. Mais nous, entre nous, on était super heureux. Et on vivait de belles choses. Par contre, c'est vrai que peut-être qu'on restait entre nous. Les enfants de mineurs s'amusaient entre eux. On s'amusait moins avec les gens de l'extérieur. Mais comme c'était beaucoup de fils de mineurs dans le quartier, ça ne nous posait aucun problème. Hein. Et c'est vrai que par rapport à certaines professions, les gens nous prenaient un petit peu pas pour des pouilleux, mais presque, quoi. Je veux dire, on était les petites gens pour eux. Donc ça ne nous dérangeait pas, on restait entre nous, on vivait notre vie et puis voilà. Non, on n'était pas riches matériellement, mais ce n'était pas important pour nous, parce qu'on était heureux, parce qu'on s'amusait. Moi, j'habitais le quartier vers la place Raspail, la rue Martin-Bernard, qui était une rue le petit bout était en cul-de-sac. Donc, c'était une grande cour pour nous, les gamins. Donc, on était heureux comme des rois, on pouvait s'amuser, jouer, pendant que les anciens mangeaient la soupe sur le trottoir et chantaient. C'était une belle vie. Moi, j'ai souvenir d'une très belle enfance. Et il n'y avait pas besoin de beaucoup. La solidarité, la joie, je sais pas, on s'amusait avec des petites choses, on était contents. Dans mon antre pourtant, et surtout dans les temps plus anciens, il n'y avait pas eu que des gens heureux. Au milieu du XIXe siècle, la plupart des hommes encore ne pouvaient espérer vivre au-delà de 37 ans, travaillant dans des conditions extrêmement difficiles, soumis à la peur du grisou, pouvant exploser à tout moment. Chaque mineur de fond devait extraire plus de 700 kilos de charbon par jour et se satisfaire d'un salaire misérable. Alors bien sûr, il y avait eu des révoltes, mais elles avaient été écrasées par les armes. Pourtant, mes mineurs avaient en eux la fierté vissée aux entrailles. Ils savaient la richesse de leur expertise, de leur bravoure, de leur singularité professionnelle. Ils allaient donc s'unir autour d'un homme à l'influence remarquable, Michel Rondet. Ensemble, ils allaient créer la Fraternelle des mineurs. Puis, quelques années plus tard, en 1883, la Fédération nationale des mineurs. Plus rien désormais ne pourrait freiner leur appel à vivre dignement de leur travail. Pas même la terrible révolte sanglante de la Ricamarie. Se succéderaient en cascade des appels au respect, comme le droit à une retraite payée et une limitation des heures de travail. Même si la route était encore longue, j'étais émue par leur combat et devinais à quel point leur engagement solidaire serait capable d'influencer l'ensemble de notre pays. La première grande grève des mineurs eut lieu en 1906. Elle ferait grand bruit en France et jusqu'en Europe. Après les deux guerres, les revendications tellement légitimes ne feraient que se renforcer. Et en 1948, une autre grande grève, suite à des avancées sociales que le gouvernement voulait leur retirer, embraserait tout notre pays.
Mes mineurs, eux, devaient faire face aux policiers qui occupaient les puits. 2 de mes hommes furent tués. L'un d'eux s'appelait Antonin Barbier. C'est derrière lui qu'une foule immense défila dans les rues de Firminy. C'est après ces morts scandaleuses que le mouvement prendra encore plus son envol vers les nouvelles innovations. Parmi elles, une de taille qui changea en profondeur la vie quotidienne, le grand lavabo. Dans cet immense vestiaire et ces douches chauffées, mes mineurs pouvaient enfin se changer et se laver avant de rentrer chez eux. Notre modèle stéphanois fut le premier en France. Les douches étaient chaudes, l'hiver c'était chaud, on n'avait pas les douches à la maison. Donc c'était quand même intéressant de prendre, on dit que le mineur était sale, mais à la sortie, on prenait une douche tous les jours. Hein. Par contre, l'hiver, je me rappelle, bon, il n'y a pas de sèche-cheveux, hein. Donc il fallait monter dans la cité, à Chavassieux, s'il gelait, comme il y avait des glaçons qui pendaient, mais bon, on n'était jamais malade. Hein. On descendait, supposons qu'on avait un petit peu un début de grippe, des trucs comme ça, si vous voulez. Arrivé au fond, il faisait chaud au fond, des températures de 40 et plus, vous avez pu remonter, il n'y a plus rien. Hein. Ah, ça servait de docteur un peu. Les yeux, parce qu'on avait les yeux très maquillés. Là, les dames, le ricis, là, c'est zéro. Hein. Le charbon était meilleur. Donc ça durait toute l'année. Hein. Même pendant les congés, je me rappelle 12 jours de congé, au bout de 8 jours, il y a encore les yeux noirs. Hein. Voilà, donc les mineurs étaient reconnaissables à leurs yeux. Donc si on sortait, par exemple, le dimanche, un dimanche, quand on avait par exemple une communion, un truc comme ça, on sortait un peu de Saint-Étienne. Donc on fignolait mieux le nettoyage avec quoi? Avec du beurre. Du beurre non salé. Hein. Sinon, s'il est salé, c'est après les yeux sont rouges. J'ai encore le bruit dans les oreilles ici. Hein. Le bruit que ça faisait dans cette salle, c'est incroyable. Et ça résonne en plus. Ah ouais, ouais. Le bruit, notre compagnon de route. Les journées et les nuits de mes mineurs de fond en étaient façonnées. Il y avait celui, devenu si familier et rassurant du travail, qui les accompagnait jusque dans leur foyer. Mais il y avait celui aussi redoutable, imprévisible, du danger, de la menace imminente, du trop tard. Sans qu'ils en parlent vraiment, je savais combien mes mineurs gardaient en mémoire les drames qui avaient précipité leurs camarades dans l'enfer au cours des siècles. Tant de tristes dates seraient à vous énumérer, égrénant des nombres tragiques, où derrière se profilaient des histoires d'hommes et de familles anéantis. Rien qu'entre 1860 et 1945, plus de 800 mineurs étaient morts au travail. Et même si au fil des décennies, des énormes progrès avaient été réalisés pour éviter les explosions grâce aux lampes de plus en plus sophistiquées et aux techniques d'extraction de plus en plus élaborées, rien ne pouvait tout à fait garantir leur sécurité. Devaient-ils pour autant renoncer à leur mission? J'étais émue par leur courage, bien sûr, mais peut-être encore plus par cette élégance avec laquelle mes mineurs honoraient leur labeur. Alors, dans la recherche, alors moi, à mon époque, il y avait d'abord le grisouman qu'on appelait, c'est un mineur qui descendait le premier. Voilà, et donc il passait dans les chantiers, il faisait des prélèvements, et s'il n'y avait pas 2% de grisou, donc il donnait l'ordre au poste de descendre. Voilà. Donc moi, en arrivant au chantier, j'avais une lampe à flamme. Donc j'avais 4 prélèvements à faire obligatoires, moi. En arrivant, avant le tir de mine, après le tir de mine et en fin de chantier. Ça, c'était... Et par contre, entre-temps, la lampe, il fallait qu'elle soit pendue bien visiblement à la hauteur des yeux pour voir si jamais il n'y avait pas un dégagement de gaz, que la lampe, la flamme, elle monte, elle file, comme on dit. Hein. Voilà.
tout simplement. C'était ma deuxième épouse. Il ne fallait pas que je l'abandonne. Je ne dis pas que c'est pas pénible, hein, ils ont peur. Ils le disent, ils l'expriment. Quand on a fait le travail sur les catastrophes minières, oui, ils avaient peur. Le bruit, notamment le craquement du sol au fond, ces bruits de terre, en fait, que nous, on n'imagine même pas, eh bien, ils ont peur au fond. Oh, mais bon, si on ne descendait pas avec la peur au ventre, sinon on n'aurait pas été travailler. Hein. Par contre, quand il y avait des gros trucs, par exemple, à la mine, j'étais sauveteur. Voilà, donc là, j'ai participé à la catastrophe, enfin, qu'il y a eu le 6 mai, je crois, hein, à Roche-la-Molière, hein, au Puy-Charles. Donc là, c'est vrai que ça m'avait laissé quand même des traces. Hein. Là, en faisant des exercices et puis la réalité, c'est deux choses bien différentes. Hein. Je me souviens des mots d'un mineur qui dit la mine, elle vous donne tout. Elle vous prend tout, mais elle vous donne tout. Bon, moi, j'ai été accidenté. À 20 ans, j'ai eu la jambe des fractures ouvertes. Donc, je suis resté pratiquement 8 mois à la clinique des mineurs, la clinique Buisson qu'on appelait là. Voilà, donc, puis d'autres, hein, d'autres collègues qui ont eu des graves accidents. Hein. Voilà, mais bon, ça fait partie du métier, quoi. Les mineurs et au-delà des mineurs, donc l'ensemble du groupe social mineur, c'est-à-dire ceux du fond, ceux du jour, mais aussi les familles de ces personnes. Hein, c'est des gens qui sont très fiers de leur métier, hein, qui en connaissent les dangers puisqu'ils le vivent sans cesse. Ceux du jour, ils vivent les catastrophes de la même manière que ceux du fond, c'est-à-dire qu'ils les éprouvent aussi souvent dans les familles. Hein, donc c'était quelque chose de très violent, une grande violence faite dans l'ensemble du bassin. Et en fait, cette fierté, elle s'exprime par beaucoup de délicatesse et souvent de ne pas parler finalement de son métier. C'est-à-dire que c'est son métier, on l'exerce, voilà, on en est fier. Et eux ne mettent pas de pathos derrière. C'est là ce qui était important. Le pathos, en fait, il est mis par ceux qui ne travaillent pas au fond. Il est clair que quand dans la période plus récente, on était dans une activité industrielle, je dirais quasiment normale. Les mineurs ne descendaient pas tous les jours avec la peur au ventre d'avoir un coup de grisou. Hein. Heureusement d'ailleurs. C'était assez rare, même si le risque était latent et qu'il existait toujours, même dans la période la plus récente. Hein. Mais il y avait d'abord une communauté de personnes qui travaillaient pour produire du charbon tous les jours. C'était ça le but, ou creuser des galeries. Voilà, donc effectivement, c'était une activité industrielle d'abord. C'est vrai que ça a ce côté mère nourricière, puisqu'on extrait de la terre quelque chose qui va finalement nourrir le pays, hein, en charbon, donc en énergie certes carbonée, mais à l'époque on n'en était pas là, hein, mais d'une énergie qui va donner la force vitale pour les autres industries de fonctionner, etc. Il y a un côté un petit peu comme ça, mère nourricière. Notre charbon, qui servait simplement au XIVe siècle pour les fers à forger et chauffer les maisons, était devenu dès le XVIIIe siècle l'indispensable richesse pour la révolution industrielle. Toutes les usines de France et d'Europe en profité. Dès 1919, tandis que la guerre avait fait des ravages dans le monde, plus de 300 000 tonnes de charbon étaient extraits de nos galeries. Et nous faisions déjà partie, nous les mines du bassin stéphanois, des puits les plus modernes d'Europe. Notre rendement ne ferait qu'augmenter, augmenter encore. C'est simple, au moment du Front populaire, rien que sur mon puits Couriot, mes hommes étaient capables d'extraire jusqu'à 900 000 tonnes de charbon. C'était pharaonique. Et l'on me désignait, en toute humilité, comme un puits de concentration. Et cela continuait sans cesse, avec plus de 50% d'augmentation de rendement chaque année. C'est bien cette cadence infernale et les salaires dérisoires
qui avaient provoqué les révoltes, quelquefois meurtrières, si indispensables. Mais mes mineurs avaient tenu bon, et la société avait vu peu à peu son âme grandir. Et eux, mes courageux, mes téméraires, ils pouvaient désormais connaître dans leur propre métier de véritables progressions. D'ailleurs, il y a un de nos anciens, M. Meillet, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est mort à 97 ans, si je ne me trompe, et qui, lui, a eu un ascenseur social extraordinaire parce qu'il a commencé à 14 ans au fond. Donc, on dit Galibo, mais ce n'est pas le nom de Stéphanois. Et il a fini directeur. Donc, voilà. Alors, non pas par promotion canapé, si on peut dire, mais uniquement par leur travail. Donc, c'est quelqu'un que, quand il parlait à notre association, il savait de quoi il parlait et il pouvait parler de tout. Donc, voilà, l'ascenseur social marchait très bien dans les mines. Alors, ça, mon travail, j'ai d'abord débuté manœuvre. Hein. Ben oui, quand vous rentrez à la mine, vous êtes manœuvre, hein, vous ne connaissez rien. Ensuite, ben, vous prenez un peu on va dire, du galon, quoi. Donc après, j'étais piqueur. Donc piqueur, par contre, j'ai fait 2 ans au marteau-piqueur, à la batte du charbon, quoi. Là, c'est pareil, il faut apprendre, hein, ça ne se fait pas comme ça. Il faut bien savoir comment la battre, bien connaître un peu déjà la géologie du terrain, un peu. Hein. On ne plante pas le marteau-piqueur n'importe où, n'importe comment. Ça peut provoquer un éboulement, ça peut... Voilà, donc piqueur. Et ensuite, mon gouverneur m'a dit, ben, tu peux monter plus haut. Donc il m'a envoyé à l'école pour être bout de feu. Donc faire des galeries, par contre, j'ai changé. Je ne travaillais pas dans le noir, je n'abattais pas du noir, j'abattais du blanc, c'est-à-dire du rocher. Voilà, donc on faisait des galeries au rocher, c'est-à-dire qu'on va à la recherche du charbon. Hein. On fait des galeries pour aller, on sait pertinemment le charbon où il se trouve, grâce au géomètre. Et là, on va faire des galeries de rochers qui peuvent faire 50 mètres, 100 mètres, voire plus, 3, 4, 5 même plus, les derniers temps, en 69, 3-4 km. On a percé avec Morambert. Donc là, j'étais préposé au tir de mine, donc j'étais responsable du chantier. Donc il faut passer à l'école, bien sûr, pour passer le CAM, le certificat d'aptitude au minage. Voilà, à partir de là, donc vous êtes responsable du chantier, de tout le matériel, des explosifs. Ça, c'est très important. Il fallait tenir à jour les comptes, hein, tout ça, ce qu'on a utilisé, ce qui reste. C'était tout bien calculé, quoi. Attention. En fait, c'est un métier d'ingénieur. C'est-à-dire, et quand je dis un métier d'ingénieur, c'est pas pour dire il y a les ingénieurs, les géomètres, etc. C'est juste que c'est un métier qui nécessite à tous les échelons une très grande technicité. Quand on parle du mineur de fond, c'est souvent, la plupart du temps, on évoque effectivement un ouvrier qui travaille au fond. Après, il y a l'appellation plus générique, mineur, c'est ceux qui ont travaillé pour la mine. On a même des gens qui ont travaillé au jour qui ont dit ben, c'est un ancien mineur, mais il n'a pas forcément mis les pieds au fond. Alors pour l'ingénieur, le métier de l'ingénieur, c'est un peu entre les deux, si on peut dire. Hein. On ne passe pas, quand on est ingénieur, tout son temps au fond à faire des travaux physiques. Par contre, un ingénieur du fond, il descend pratiquement tous les jours, au moins une demi-journée, pour visiter les chantiers, au niveau sécurité bien sûr, mais aussi pour que l'extraction et la production se fassent. Hein. Et puis moi, ce qui m'avait attiré, c'était le côté... dans ce métier-là, c'est le côté un peu aventure parce qu'on ne sait jamais le lendemain ce qui va se passer. Quand on creuse une galerie, on est dans plein charbon, d'un coup on se retrouve avec une faille. Où est passée la couche? Il faut chercher, hein, faire des sondages, essayer de la retrouver. Ou bien il n'y a jamais un jour qui se passe de la même manière. Vous allez avoir un éboulement, vous allez avoir un problème, un feu, un truc comme ça. Voilà, donc c'est un métier vraiment passionnant. Ils étaient mes compagnons de labeur et ensemble, avec leurs femmes qui travaillaient aussi au triage du charbon, nous avions traversé les décennies avec panache.
Pendant longtemps, j'avais accueilli leurs chevaux, des animaux incroyables, aussi forts que généreux. Au fond des galeries, comme en surface, ils pouvaient tracter des berlines pesant jusqu'à 500 kilos. Mais tout dépendait de leur taille, bien sûr, et aussi des kilomètres qu'ils avaient à parcourir. Car, contrairement à ces légendes faussement véhiculées, mes mineurs étaient très attentifs à leurs robustes camarades de travail. Et même, lorsque les chevaux demeuraient longtemps dans le noir, mes hommes prenaient soin de leur bander les yeux avant de les remonter, afin qu'ils ne deviennent pas aveugles. Bien souvent, ces chevaux étaient aussi les confidents des enfants, mes enfants. Oh cela, leurs visages sont gravés dans ma mémoire. On oublie aujourd'hui que tous les enfants en France peuvent aller s'instruire. Cela paraît si naturel. Et pourtant, la route fut longue et les lois se succédèrent lentement. À partir de 1813 seulement, l'empereur Napoléon Ier instaurait en France un décret pour interdire aux enfants de moins de 10 ans de travailler dans les mines. 10 ans, vous imaginez? À cette époque, dans nos houillères, les enfants à partir de 12 ans travaillaient 12 heures par jour. Puis, le travail de nuit leur fut interdit jusqu'à l'âge de 16 ans. Et en 1882, une loi institua un certificat d'études primaires. Et tous les enfants devaient s'y présenter dès l'âge de 11 ans. Mais ensuite, ils étaient dispensés d'études. Les différentes lois nationales poursuivaient leur ascension, limitant peu à peu les horaires, imposant un repos hebdomadaire, jusqu'en 1959, où l'école devint obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais c'est en 1967, enfin, quelques petites années avant ma fermeture définitive, que je ne verrai plus d'enfants en dessous de leurs 16 ans. Mon papa donc, était mineur, il travaillait au jour, donc il n'était pas mineur de fond, il était au jour, et il était un peu responsable du lavement des charbons, quelque chose comme ça, quoi. Hein, donc il a commencé à travailler très jeune, puisqu'il était mineur, il a commencé je crois qu'à l'âge de 14 ans. Il a travaillé longtemps. À l'époque, les enfants allaient à la mine très jeunes. Hein. Le souvenir que mon père me disait, c'est qu'à 13-14 ans, il partait de l'école pour aller travailler. Voilà. Ça met de la fierté aux enfants, hein, c'est certain. Hein. Il y a eu de la peur aussi, quelque part, parce que partir, mon père m'expliquait quand il y avait de la neige, il arrivait à quitter ses chaussures pour marcher dans la neige, pour éviter de mouiller toutes ses chaussures, parce qu'il traversait les prés pour se rendre au travail. Mais ils étaient fiers. Mais par contre, ils avaient des craintes. Mon père m'expliquait, il a vu arriver l'électricité. Donc il avait le personnel qui venait allumer les becs de gaz. Et mon père, il me dit, quand on travaillait de nuit, moi je partais de nuit, et ça me faisait peur, parce que je voyais des ombres qui arrivaient. Et ces gens-là lui disaient, n'aie pas peur, on est là pour t'allumer, quelque part, pour allumer les becs de gaz. Donc, mais c'est difficile, hein, c'est sûr que c'est... Alors reporter aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ça serait pas acceptable. Mais ce n'est pas que la mine, hein, c'est l'enfant travaillait dans le textile de la même manière, etc. Quel rôle il avait, l'enfant ? L'enfant avait un rôle tout simplement de ramener un revenu dans des familles où on était à 7, 8, 9, 10 enfants. Donc quand l'État, c'est l'État qui a régulé le travail des enfants, ce n'est pas un mouvement social en soi, hein. C'est plus l'État a dit à un moment, a pris conscience, hein, ça c'est les avancées aussi des médecins, etc. L'État a pris conscience que le travail des enfants, c'était anormal de faire travailler des enfants en dessous de 12 ans, puis après ça a été en dessous de 14 ans. Du coup a adopté des lois. Ces lois ont été extrêmement mal vécues par les ouvriers. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui leur arrivait ? Ils avaient toujours autant d'enfants, mais ils n'avaient pas de revenus en face. Donc les premiers à essayer de supprimer ces lois, ce sont les ouvriers, parce que malheureusement, on est dans un système où l'enfant, c'est un revenu. C'est à la fois une bouche à nourrir et c'est un revenu. De plus, les enfants étaient là pour, par exemple, pousser les bennes, notamment dans les veines très fines. Nous n'en avions pas beaucoup sur le territoire. Sur le territoire, en fait, on se rend compte qu'il est assez vite qu'en fait, ce n'est pas rentable de faire travailler un enfant. Parce qu'en fait, on peut faire travailler des chevaux, on peut faire travailler des adultes, parce que les mines sont suffisamment hautes pour qu'on puisse, au fond en tout cas,
faire travailler des adultes. Donc en fait, le travail des enfants, quand on voit les voit pousser les bennes, très souvent c'est sur d'autres bassins miniers, et très souvent c'est l'Angleterre, où là ils ont des galeries extrêmement étroites et où les enfants travaillent parce qu'il n'y a que qui passe en fait. Et dire qu'elle avait failli disparaître du paysage stéphanois, notre histoire vieille de 800 ans, si coûteuse en efforts, si digne. Au siècle dernier, nous étions encore 192 puits et nos galeries s'entrecroisaient ou se superposaient sur plus de 50 kilomètres. Une empreinte majestueuse du travail des hommes. Donc ici, c'était le site du puits Pigeot. Donc le dernier puits d'extraction, c'est par là qu'est remontée la dernière benne de charbon. Et après la fermeture du fond, le site a été exploité à ciel ouvert après. Et donc il y avait une mine à ciel ouvert dans le coin jusqu'en 1980, ça doit être 92 je pense. Et là, donc il n'y a vraiment absolument plus rien. C'est méconnaissable, hein. Il n'y a plus aucun vestige. Donc c'est un lieu symbolique quoi, dans la région. C'est vraiment là que c'est terminé complètement l'extraction du charbon. À l'occasion d'un article de journal, ça doit être en 1973, qui a dû être fait peu de temps après la fermeture de Couriot, ça s'appelait « À la recherche des derniers puits de mine de la région stéphanoise ». Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à tout le bassin et les installations commençaient à disparaître. Donc c'est à partir de là que je me suis équipé d'un bon appareil pour faire de la photo d'architecture et sauver l'image de ce qui était en train de disparaître. Voilà. Moi, j'y trouve, ce que je vous dis, j'y trouve une certaine beauté dans ce paysage. C'est quelque chose qui m'inspire, quoi, qui me... Alors qu'il y a pas du tout, ça fait pas du tout le même effet dans les mines du Nord Pas-de-Calais, par exemple. Dans les mines du Nord Pas-de-Calais, il n'y a pas de carrière. Et puis c'est sur un terrain plat. Chez nous, les installations étaient organisées sur plusieurs niveaux parce qu'on est en moyenne montagne, donc il y a un certain relief dans les installations, sur plusieurs étages. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc le puits devait se trouver à peu près derrière ces cabanes là. C'est difficile à reconnaître parce qu'il n'y a plus aucun vestige, il n'y a plus de traces. Donc c'était un petit chevalement qui devait faire même pas 10 mètres de haut. Et à côté, il y avait un bâtiment où il y avait 2 ventilateurs qui servaient donc à aspirer l'air de la mine. Par exemple, le puits des Combes, donc, qui existe encore aujourd'hui, qui est classé monument historique, il a été construit en 1952. Le puits Pigeot en 1942, le puits Marseille en 1842, et le puits Flottard en 1908, le puits du Marin en 1910, le puits Isaac, je crois que c'est 1931. Le puits du Marais ici, je crois que c'est dans les années 20, il y avait le nom qui était gravé, qui était marqué sur le chevalement, je crois que c'est 1922 ou 1924, je ne me rappelle plus. Le puits Gruner, c'est 1882. Donc voilà. Vous connaissez par cœur. Ah ben oui, c'est ma passion alors.
pour papa, la fermeture de la mine, ça a été très dur. Il a fait la démolition donc, de la carbonisation au Chambord-Feugerolles. Et ça a été douloureux pour lui, très douloureux. D'autant plus qu'après, on l'a mis dans un bureau au Grand Clos. Et que la vie dans un bureau, ce n'était pas la vie de mon père. Donc, deux douleurs. La douleur d'une chute d'un empire, pratiquement, j'exagère un peu, et puis la douleur de se retrouver dans un bureau quand on n'y a jamais été aussi. Et puis la douleur de voir des gens partir un peu à contre-cœur aussi. Oui, c'était douloureux. Je regardais impuissante les destructions de nos puits, les uns après les autres. Je regardais s'effacer nos racines et nos souvenirs. Que resterait-il bientôt? Comment imaginer ce passé dont nous étions si fiers se transformer en terrain vague, en champ, ou pire encore, en zone commerciale des temps modernes? Je pensais à mes hommes qui avaient tout donné. Je revoyais leurs gestes savants, leurs visages volontaires et leurs regards s'imprégner douloureusement comme un reproche. Que représenteraient nos deux graciers isolés, désormais sans âme? Quel sens donner à quelques photos et des récits imprimés sur des papiers qui un jour jauniraient? Je me demandais avec une inquiétude profonde ce que deviendrait bientôt mon puits Couriot. J'espérais qu'avec son emplacement un peu symbolique aux portes de Saint-Étienne, il avait peut-être une chance de sauver notre mémoire. Souvent, j'observais quelques-uns de mes hommes descendre au fond de nos galeries et récupérer des outils. Il y avait ceux pour qui honorer notre histoire était une évidence, mais il y avait les autres aussi pour qui le plus important était de tourner la page. Il y avait un principe de tabula rasa, hein, on rase tout, on ne garde rien. Et finalement, par différents moyens, politiques, entre gens, force aussi de l'association des Amis du Musée, un musée a émergé, il a ouvert en 1991 seulement. Vous voyez, il y a quand même des écarts comme ça. Il faut le temps de construire et de faire en sorte que le site il bascule dans le patrimonial. Ce n'était pas une évidence, du tout. Ça n'était pas une évidence du tout. Ah oui, mais il fallait gommer l'image. La mine avait quand même, jusqu'à récemment, elle avait une image négative pour Saint-Étienne. Donc il y a certains maires qui ne voulaient plus en entendre parler, donc il fallait tout raser. C'est un peu paradoxal aujourd'hui parce que bien souvent, le cheval mort du puits Couriot sert d'emblème pour beaucoup de choses. Hein. On le retrouve dans beaucoup de choses. On le trouve sur les vitrines de magasins, sur des prospectus. C'est vraiment l'emblème de la mine, alors qu'au départ, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Si on avait tout rasé, il n'y aurait rien, quoi. On n'aurait pas cet emblème-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on essaye de mettre l'accent là-dessus. C'est ce qui est étonnant, d'ailleurs, parce que, à la limite, dans les années 80, c'était pas vraiment encore sauvé. Hein. Couriot, c'était pas acquis que ça devienne un musée comme il l'est devenu. C'était catalogué ville noire. Et les municipalités successives souhaitaient s'en débarrasser, que ce ne soit plus l'image de Saint-Étienne. Et ça se ressentait pas à l'association, puisqu'elle n'existe pas encore, mais quand elle a commencé d'exister, ça a été pas les mineurs eux-mêmes, un petit peu les enfants, et on s'aperçoit que de plus en plus, ce sont les petits-enfants qui s'y intéressent vraiment. Quand j'ai fermé finalement le dernier puits avec mon collègue Jean Meillet, en 1983, on avait déjà pensé qu'il y aurait un futur musée de la mine quelque part, parce qu'on pensait à Couriot bien sûr déjà, et on avait récupéré, identifié tout le matériel qu'on souhaitait garder. Et donc on a quand même pris la peine de le sortir du fond en 1983 pour pouvoir l'avoir en réserve et l'installer dans la galerie ici reconstituée. Bon, on a fait ça alors qu'on ne savait même pas si réellement le musée allait se faire. On est en 83 et vous voyez, le musée a ouvert qu'en 91, donc c'est 8 ans après. Ensuite, bon, je pense que la volonté, c'était aussi de garder la mémoire de ce que les générations de mineurs ont fait ici, dans ce territoire. Hein, puisqu'il y a plusieurs siècles qu'on exploite du charbon dans la Loire. Ce serait dommage de tout rayer d'un coup et d'oublier cette histoire. Et le musée nous semble important pour la transmettre aux nouvelles générations qui, pour eux, la mine, ça s'est éloigné.
Ça représente un peu l'image d'Épinal, mais c'est pas de la réalité. J'étais très proche de papa et par amour pour lui, je peux dire que ça m'a marqué, que je tiens à lui marquer du respect. Et le monde des mineurs est tellement fabuleux que c'est eux qui m'ont beaucoup aidé pour après me mettre en libéral. Et je leur dois du respect, je leur dois énormément de choses. Donc voilà, tout naturellement, c'était de venir aux Amis du musée. Je dis toujours aux équipes, on est des passeurs. On ne restera pas. Les choses, tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit, j'étais en réserve tout à l'heure, tout ce qu'il y a en réserve, tout le site, ça, on doit le garder. Et c'est notre rôle de le garder pour les générations futures. De l'expliquer, de travailler dessus, voilà, d'un point de vue intellectuel, de faire de la recherche, mais même physiquement, surtout physiquement, de le garder, de le conserver. Hein. C'est ça qui est important, c'est le site, c'est le chevalement, c'est pas nous. On est que des petits morceaux. Oui, c'est très important de prolonger cette mémoire. Hein. C'est notre patrimoine, c'est notre vie quelque part. Donc il faut pas que ça disparaisse. Il faut laisser des traces à nos enfants, à nos petits-enfants surtout, parce qu'ils ne se rendent pas compte de cette situation. Hein. Ce que les gens ont vécu à l'époque et ce qui se faisait, sans être malheureux. Et je me dis souvent, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né, ne serait-ce qu'à Montbrison, par exemple. Parce que Montbrison, la mine, il n'y a rien du tout. Et alors qu'à Saint-Étienne, tout de suite, ça a été le déclic. Dès que j'étais gamin, j'ai aimé ça. D'ailleurs, vraiment, je suis content d'être né là, parce que pourtant, c'est pas une ville qui est extraordinaire, il n'y a pas des paysages, il n'y a pas un patrimoine exceptionnel, mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Pour moi, je vivrais pas ailleurs qu'ici.